Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là avec nous ce matin, ce dimanche matin, pour cette deuxième journée de cette deuxième édition du salon TUMO Orientation organisé par TUMO Paris et le Forum des images. Donc en deux mots, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le principe de TUMO, donc c'est une école qui est l'école de création numérique du Forum des images. On est dans un cadre innovant, nous proposons un programme extrascolaire entièrement gratuit, réservé aux 12-18 ans et accessible sans aucun prérequis. Donc ce week-end Team Orientation, c'est notre événement annuel dédié à l'orientation scolaire et professionnelle. Donc on remercie TikTok pour son soutien sur cet événement. TikTok qui est notre partenaire fondateur de l'axe orientation et professionnalisation de l'école. J'en profite pour remercier également la CAF, la Ville de Paris, la Fondation Ardian et la Fondation Salesforce. Voilà, donc cette année, on avait mis un accent un peu fort sur les questions de nouvelles technologies. C'était la journée d'hier et aujourd'hui, on continue le salon virtuel avec beaucoup de formations plus dédiées à l'art, à la création, communication visuelle. Et donc, on est très heureux de commencer ce matin avec l'EPSA, École de communication visuelle de la Ville de Paris, avec Jérôme Pernou, son directeur, et Alain Bade, son responsable pédagogique, à qui je vais laisser la parole dans un instant. Je voulais juste préciser que vous pouvez utiliser le chat pendant toute la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions. On n'y répondra pas par écrit en direct en temps réel. On prendra un temps à la fin pour répondre à toutes vos questions. Voilà, et je pourrais aussi laisser la parole à celles et ceux qui le souhaitent, puisque Zoom permet de faire cela. Donc voilà, tout de suite, une présentation de l'EPSA, et voilà, merci à toutes d'être là. Jérôme, je vous passe la parole, ou Alain, je ne sais pas qui commence. Merci Quentin, bonjour à tous. Oui, donc en effet, je suis Jérôme Pernou, le directeur de l'EPSA. Je suis accompagné ce matin d'Alain Bade, qui est responsable pédagogique de toutes les sections de l'école. En effet, on va vous présenter tout d'abord l'école d'une manière générale et un petit peu quelles sont ses particularités. Et puis on pourra en effet terminer par un moment d'échange sur toutes les questions que vous souhaitez nous poser. Alors, je vais dans un premier temps partager mon écran et vous présenter. Si le partage veut bien se faire. Voilà. Parfait. Donc, l'EPSA, donc, qui est l'école de communication visuelle de la ville de Paris, qui est une école publique, qui a la même tutelle que TUMO, à savoir la ville de Paris, est basée à la Manufacture des œillets à Ivry-sur-Seine, c'est le métro mairie d'Ivry sur la ligne 7, limitrophe du 13e arrondissement de Paris. On est donc dans ce lieu magnifique qui est la Manufacture des œillets. Alors pourquoi je vous parle de ce lieu? Parce que tout d'abord, c'est un lieu qui est assez propice à la création. On est dans une ancienne usine qui a été totalement réhabilitée, donc ça nous permet de bénéficier d'espaces généreux avec de grandes hauteurs sous plafond et qui sont plutôt propices à la création. Et puis surtout parce que ce lieu, qui est la Manufacture des œillets, est vraiment un lieu dédié à un pôle culturel, à savoir que l'école occupe dans le bâtiment que vous voyez face à vous les 3 premiers étages, et qu'au dernier étage, au 4e étage, nous avons le CREDAC, le Centre d'art contemporain d'Ivry-sur-Seine, et que sur un bâtiment qui est perpendiculaire à celui que vous voyez là, il y a aussi le TQI, le Théâtre des Quartiers d'Ivry, qui est la dernière scène nationale d'art dramatique qui a été inaugurée maintenant il y a 4-5 ans. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que tout simplement, dans notre école, ça permet aussi de nouer des échanges avec ces deux autres structures, à savoir le CREDAC. Les étudiants ont un étage à monter pour pouvoir voir 4 à 5 expositions d'art contemporain par an. Et puis avec le TQI, le Théâtre des Quartiers d'Ivry, on essaye, puisque nous avons une pédagogie axée sur le projet, ça, on y reviendra un petit peu plus tard avec Alain Bade, on essaye toujours de nouer un ou deux partenariats en fonction de certaines représentations du théâtre, ce qui nous permet, et ce qui permet surtout au théâtre de proposer des expositions aux gens qui viennent voir des pièces, soit à l'entracte, soit en amont de la représentation. Donc voilà, un lieu magnifique et qui est vraiment un pôle culturel qui permet de nouer de fructueux échanges. Vous dire que notre équipe pédagogique est constituée principalement, et quand je dis principalement, c'est à 98%, de professionnels en exercice. C'est-à-dire que tous nos enseignants sont des professionnels d'un domaine de l'image, d'un domaine de la communication visuelle, et chacun vient enseigner sa spécialité. Par exemple, le prof d'illustration qui vient toutes les semaines faire 3 à 6 heures de cours, lorsqu'il sort de l'école, il est soit freelance, soit salarié d'une agence,
Et ça, c'est vraiment très important. Pourquoi? Tout d'abord parce que ça permet d'avoir un enseignement au plus proche de ce qui est demandé sur le marché de l'emploi, puisque nos enseignants sont eux-mêmes des acteurs de ce marché de l'emploi, et de ne pas avoir des enseignants qui parfois peuvent être un peu dépassés, soit par la technologie, soit par justement les évolutions du marché. Et puis deuxièmement, c'est très intéressant pour nos étudiants parce que ça leur permet déjà, alors qu'ils ne sont qu'étudiants, à commencer à constituer un réseau de professionnels. Et dans les métiers de la communication, on sait que si on veut travailler, que ce soit en freelance ou en agence, il est important d'avoir son propre réseau. Et donc, ce propre réseau, vous commencez à le constituer dès l'école, de par l'équipe enseignante, qui eux-mêmes vous mettent aussi parfois, en fonction de certains projets, en relation avec d'autres professionnels. Je vais vous présenter un petit peu les différents cursus. Il y en aura deux principalement qui nous intéresseront ce matin, mais je vais vous présenter la globalité de ce que l'on fait à l'école. Pourquoi? Parce que ça vous permettra aussi de voir que si jamais vous intégrez l'EPSA, ça vous permettra d'être en relation avec différents types de publics, et ça, on pense aussi que c'est très riche dans une école. Alors, on va vous parler principalement ce matin de deux cursus, à savoir l'atelier préparatoire, qui sont des ateliers qui préparent, comme leur nom l'indique, au concours des grandes écoles supérieures d'art public. Il y en a à peu près un peu plus d'une cinquantaine en France, qui dépendent du ministère de la Culture. Et puis, d'un cursus de directeur artistique en communication visuelle et multimédia, qui est un cursus supérieur, qui est sur une durée de 3 ans, et qui, malgré sa durée simplement de 3 ans, débouche sur une certification nationale de niveau 7, c'est-à-dire qui est reconnue par l'État à un valant grade Master 2, Bac plus 5. Et on vous expliquera pourquoi tout à l'heure. Nous avons également un post-diplôme digital média qui est lui plutôt destiné à des étudiants qui sont déjà diplômés d'école d'art et qui auraient peu ou pas fait de digital et qui sur un an voudraient se spécialiser sur le digital. Nous faisons de la VAE, validation des acquis de l'expérience, où là on s'adresse plutôt à un public de professionnels en exercice qui bien souvent sont entrés sur le marché de l'emploi avec peu ou pas de qualification, qui peuvent bénéficier de nombreuses, en revanche, années d'expérience, et qui, en faisant la VAE chez nous, vont être suivis pendant un an, vont passer devant un jury en fin d'année, et si le jury estime que leurs années d'expérience leur permettent de valider notre diplôme, nous pouvons leur délivrer sans qu'ils n'aient jamais suivi une seule heure de cours à l'école, tout simplement parce qu'ils ont cette expérience professionnelle qui compense ce manque. Nous avons un MOOC, nous avons été les premiers à la ville de Paris à initier un MOOC, donc de l'enseignement à distance totalement gratuit, j'y reviendrai très rapidement tout à l'heure. Et puis nous sommes un des plus gros centres de cours du soir pour adultes de la ville de Paris, en proposant une soixantaine de sessions de formation par an, dans bien sûr notre spécialité, en démarrant par des cours très fondamentaux de beaux-arts type peinture, perspective, modèle vivant, etc., en passant par de la photo, de la vidéo, du logiciel 3D, etc. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il va vraiment y avoir un brassage des publics dans notre établissement, et ça on pense que c'est vraiment une richesse pour nos étudiants. Alors le premier cursus dont on va vous parler ce matin, c'est la prépa, qui est plutôt destiné à des étudiants qui sortent de terminale, quelle que soit la terminale, puisqu'on accueille autant de gens qui ont des profils littéraires, scientifiques, que des gens qui sortent de bac pro. C'est un peu aussi une des spécificités de l'école. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur Parcoursup pour rentrer chez nous. Il vous suffit tout simplement d'aller sur notre site internet, de télécharger la fiche d'inscription, de la remplir et de nous la retourner avec toutes les pièces qui sont demandées. Vous verrez, il faut une enveloppe, une photo, etc. Voilà, pourquoi on n'est pas sur Parcoursup? Parce que tout simplement, on ne va pas regarder, nous, vos livrets scolaires. On considère que quelqu'un qui a 18 en chimie, ça ne fera pas forcément un bon créatif demain. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas bien d'avoir 18 en chimie, hein, c'est très bien. Et on peut avoir 18 en chimie et être un très bon créatif. Mais voilà, ce n'est pas une condition suffisante et nécessaire. Donc, on ne va absolument pas regarder vos livrets scolaires et on va tout simplement vous tester sur des épreuves, on va dire, de création que vous aurez notamment à réaliser à la maison, et puis un entretien de motivation à l'oral, où là, vous viendrez à l'école avec tout ce que vous avez déjà pu réaliser dans les domaines de la création, que ce soit de la photo, de la vidéo, du dessin, de la sculpture, enfin, peu importe, nous montrer que vous êtes intéressé par ces métiers de la création. Je vous ai marqué sur cette slide qu'on a une vocation sociale, puisqu'on est une école publique, comme je vous l'ai dit en introduction, on est une école de la ville de Paris. Donc les frais de scolarité sont réduits pour les étudiants, c'est 440 € l'année. Et puis nous accueillons bien entendu les étudiants boursiers pour lesquels la scolarité est totalement gratuite. Je veux dire qu'on est un atelier préparatoire généraliste, et ça on y tient énormément, parce que souvent les étudiants sortant de terminale peuvent parfois avoir des idées assez préconçues sur le type d'école qu'ils veulent faire. Et bien souvent, en fait, ils ne connaissent que certaines écoles et pas l'ensemble de l'offre. Et nous, notre rôle pendant cette année, qui va être aussi une année de maturation de votre choix, on va aussi vous présenter tout ce qu'il est possible de faire
En faisant quoi? En faisant venir nos anciens étudiants de la prépa qui vont vous dire quel type d'école ils ont intégré, comment ils se sont préparés pour intégrer cette école, qu'est-ce qu'on leur a demandé lorsqu'ils ont passé le concours d'entrée de cette école, et maintenant qu'ils sont entrés dans cette école, qu'est-ce qu'ils y font? Et donc, ça va peut-être vous permettre de découvrir des écoles que vous ne connaissiez pas avant et de se dire, finalement, en fin d'année, je voulais faire telle école, mais finalement, j'en ai trouvé une autre qui me convient bien mieux et je vais plutôt en présenter une autre ou plusieurs autres. Donc voilà, donc on pense que, et c'est normal, hein, qu'en fin de terminale, vous n'avez pas forcément une idée bien précise de l'offre de formation. Et donc notre rôle, c'est aussi de vous faire cette présentation. Et puis comme je vous l'ai dit, donc une admission sur concours en 2 temps, une épreuve à réaliser à la maison qui sera disponible sur notre site internet. Et puis vous revenez avec cette épreuve et tout votre dossier de création. Toutes ces dates et toutes ces épreuves, vous retrouverez tout sur la fiche d'inscription. Tout est très clair et très détaillé dessus. Si jamais vous aviez des questions supplémentaires, vous n'hésitez pas à appeler l'établissement et on se fera un plaisir de vous répondre à vos questions. Le deuxième cursus dont on voulait vous parler aussi ce matin, c'est le cursus supérieur d'art graphique, qui lui est plutôt destiné à des étudiants qui sortent de prépa en général, à 95%, mais les 5% restants sont des étudiants qui sortent parfois de terminale directement parce qu'ils ont un niveau suffisant pour éviter de passer par une prépa. On a notamment cette année 4 étudiantes qui ont intégré directement le cursus supérieur d'art graphique sans passer par l'atelier préparatoire. Donc voilà, aussi vous dire que bien entendu les 2 concours peuvent être passés simultanément, ce qui vous permet, si vous rentrez directement en première année du cursus supérieur, d'éviter de perdre un an de prépa, même si je pense que c'est jamais une année de perdu. Et inversement, si vous n'avez pas le niveau suffisant pour rentrer en première année, au moins d'essayer d'assurer un atelier préparatoire public qui vous préparera de manière très structurée au futur concours. Ce cursus supérieur est vraiment un cursus professionnel qui, à l'issue des 3 ans, est plutôt destiné à une très belle insertion professionnelle. Il y a bien sûr la possibilité de poursuivre des études si on le souhaite, mais ce n'est pas la vocation première du cursus. On a une pédagogie axée sur le projet, ça on y reviendra plus en détail avec un abad après, avec quelques exemples précis. Et puis, nous sommes également une formation généraliste. Et ça, on y tient aussi énormément parce que nous sommes dans une formation de métier qui évolue énormément de par la technologie et pour plein d'autres raisons. Et nous-mêmes, les métiers du futur, on ne les connaît pas forcément. Et donc, l'idée, c'est de former des étudiants de manière la plus polyvalente possible, de manière à ce qu'ils puissent s'adapter et avoir différents types de compétences sur le marché de l'emploi. On pense qu'il serait vraiment très dangereux de vous former très précisément sur des métiers très pointus, très précis, en se disant peut-être que dans 5-6 ans, ces métiers seraient déjà obsolètes et on serait passé à autre chose. Et souvent, les directeurs d'agence et directeurs de création qui viennent recruter chez nous disent que cette formation de généraliste est vraiment un atout à l'EPSA. On dit souvent avec un BAD qu'on forme nous plutôt des chefs d'orchestre. C'est-à-dire que vous allez être des virtuoses d'aucun instrument de musique ou peut-être d'un instrument de musique, mais en tout cas pas de tous les instruments de musique, ça serait impossible. En revanche, vous allez savoir jouer de tous les instruments. Et ça vous permettra, en tant que freelance, si vous êtes indépendant, de pouvoir être assez autonome et pouvoir à la fois faire de la photo, de la vidéo, du web, du print, etc. Et puis, si vous travaillez en tant que salarié dans une agence, de pouvoir, si vous êtes amené à diriger une équipe, de savoir ce que vous pouvez demander à un photographe. Pourquoi? Parce que vous aurez fait de la photographie, vous aurez le langage du secteur de la photographie. Vous adressez après à un roughman, un storyboarder. Pourquoi? Parce que vous avez fait du rough et du storyboard, etc. etc. Et donc ça, comme je vous le disais, c'est vraiment, on pense, et on en est convaincu, une grande richesse. Vous dire qu'en plus des intervenants, comme je vous le disais, qui sont tous des professionnels en exercice, nous avons toutes les semaines des intervenants extérieurs qui viennent aussi vous parler de leur métier, de leur spécificité. Nous sommes une école à dimension humaine, puisque, alors pour revenir un petit peu sur les ateliers préparatoires, nous avons 2 classes de prépa de 30 à 35 élèves, et le cursus supérieur dont je vous parle actuellement est composé d'une classe de 35 étudiants. Et c'est vrai que nous avons choisi de limiter les effectifs de manière à avoir un très bon suivi de nos étudiants, un très bon encadrement et de pouvoir vraiment être au plus proche d'eux. La porte du bureau d'Alain Bad qui m'accompagne ce matin, qui est le responsable pédagogique, ainsi que le mien, sont toujours ouverts aux étudiants, qu'ils aient des problèmes personnels ou scolaires, de manière à ce qu'on puisse essayer de les aider et qu'ils puissent vivre leur scolarité au mieux. Au total, l'école représente à peu près 200 étudiants.
Et puis vous dire, comme je l'ai dit aussi auparavant, que cette formation de directeur artistique en communication visuelle et multimédia, malgré sa durée de 3 ans, est certifiée par l'État, va en grade Master 2, c'est-à-dire est certifiée niveau 7 par le ministère du Travail. Pourquoi? Parce qu'à la sortie de l'école, le ministère fait une enquête sur le taux d'insertion professionnelle, les niveaux de rémunération et les types de postes auxquels les gens sont embauchés. Et on s'aperçoit que nos étudiants, à 95%, intègrent le marché de l'emploi dans les moins de 6 mois après la sortie de l'école. Il n'est pas rare même que certains étudiants aient déjà des offres d'emploi avant même d'être diplômés de l'école, par le biais des stages qu'ils font au sein de leur cursus. Et puis aussi parce que l'école a une autre spécificité, en plus d'avoir des enseignants professionnels, c'est que le diplôme est attribué à 70% par des professionnels en exercice qui, eux, n'enseignent pas à l'école. Ce qui permet d'avoir une totale objectivité sur l'étudiant. Il n'est pas question de se dire tiens, tel enseignant m'a saqué parce qu'il ne m'aimait pas au diplôme. En fait, les gens qui vont à 70% évaluer votre diplôme sont des gens qui n'enseignent pas à l'école, donc qui ne vous connaissent pas, mais qui en revanche sont des recruteurs, de futurs recruteurs, des directeurs d'agence, des directeurs artistiques, des directeurs de création. Et il n'est pas rare que le soir du diplôme, ces personnalités distribuent des petites cartes de visite à certains étudiants en disant bah, écoute, j'ai vu ton sujet de diplôme, c'est vraiment passionnant, j'ai vu que c'était d'une grande qualité, d'une grande richesse. Viens me voir à l'agence lundi, j'ai peut-être une proposition à te faire. Et donc tous les ans, nous avons des recrutements qui se font dès le soir du diplôme. Voilà. On a décidé avec Alain de vous présenter un petit peu différents types d'enseignements à l'école pour vous montrer un petit peu le panel et la richesse de tout ce que l'on enseigne. Et là, je vais laisser la parole à Alain Bade. Bien entendu, cette petite, ces slides sur les différents enseignements n'est pas exhaustif, hein. On a fait des choix, il y a plein d'autres enseignements possibles. Mais c'est pour vous montrer un petit peu tout ce que l'on propose à l'école, sachant que tout ça est un tronc commun, il n'y a pas d'option, tout le monde va suivre tous ces enseignements. Alain, je te laisse la parole. Écoutez, bonjour à tout le monde. Merci à Quentin et à Tumo de nous accueillir aujourd'hui. Vous voyez que Jérôme vous fait une présentation très exhaustive de l'école. Moi, je voulais vous dire que par rapport à ce qu'on va vous présenter maintenant, Jérôme a parlé effectivement de cette idée de former des futurs professionnels qui ne seraient pas particulièrement calés sur une technique ou une technologie. C'est vraiment très, très important de dire ça parce que nous sommes dans des métiers qui sont en constante évolution. Ce que je vais vous montrer là, on va faire des rôles au fur et à mesure, c'est un panel de savoir-faire, si vous voulez, qu'on utilise et qui servent aujourd'hui, mais qui a priori, font partie d'un vocabulaire, je dirais, de base. Par exemple, l'EPSA a la réputation aussi de conserver l'acquisition du dessin pendant les 3 années. Non pas pour que vous soyez des dessinateurs plus tard, parce que ce n'est pas l'objectif, mais c'est parce que, Jérôme le disait tout à l'heure, les agences apprécient énormément des jeunes qui sont capables de s'adapter. L'adaptabilité, ce n'est pas seulement être capable de manipuler des logiciels, d'être capable d'être un très bon sur un faux, sur un logiciel 3D ou quoi que ce soit, c'est aussi être capable de faire un dessin à un moment donné ou s'exprimer très rapidement dans une situation de travail en équipe. Par exemple, là, vous devriez faire un film demain, on va faire ce qu'on appelle du rough et du storyboard, c'est-à-dire qu'avec des dessins très rapides, vous allez exprimer un concept, voilà, par exemple un concept avec un système de cadrage, de prise de vue, mais qui est fait en dessin, c'est-à-dire que ça va très vite, vous voyez, à faire, et après ça, vous imaginez derrière qu'il y a toute la réalisation. Mais ça, c'est pour plus tard. Là, par exemple, je vais vous montrer de l'illustration. Alors, beaucoup d'étudiants qui veulent rentrer à l'EPSA ou dans d'autres écoles sont fascinés par l'illustration. Moi, je trouve ça très bien parce que c'est vrai que c'est un domaine qui est assez génial et qui permet à un étudiant d'exprimer sa personnalité. L'illustration est enseignée à l'EPSA, mais comme on vous l'a dit, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que vous allez apprendre à faire de l'illustration pour être plus tard capable de manager un illustrateur ou d'en faire vous-même, mais surtout pour savoir comment on fait pour faire une illustration. Alors là, on vous montre de l'identité visuelle. Ça, vous connaissez parfaitement parce que vous êtes nés dans les marques. Vous êtes tous, si je vous parle d'une marque, je ne vais pas vous faire un cours, là, ce matin, ce n'est pas l'objectif, mais regardez par exemple, à partir d'une marque, vous voyez comment on peut la déployer. On peut la déployer sur un certain nombre de supports, des sacs, des tote bags, du papier à lettres, des cartes de visite. Tout ça, ça s'apprend à l'EPSA. Ensuite, voilà, le travail de la typographie, le travail de l'édition, qui s'apprend évidemment dans toutes les écoles de communication visuelle, qui est une des bases de notre dessin, c'est le vocabulaire de base. Le packaging, par exemple, qui est un des métiers auxquels on ne pense pas systématiquement, mais qui est un des métiers d'avenir.
de la profession justement de directeur artistique et de graphiste. Parce que vous savez que nous sommes dans un monde qui est vraiment en mutation et que le packaging est très consommateur de matières premières et qu'il va falloir dans l'avenir repenser beaucoup tout ça. Donc, on va passer là. Alors, je veux dire que vous parlez de la photographie. Nous, on fait de la photo à l'EPSA, mais pourquoi est-ce qu'on fait de la photo à l'EPSA? Encore une fois, c'est à la fois pour que vous puissiez vous préparer pour l'avenir, mais aussi pour que vous appreniez à manager plus tard un photographe devant lequel vous aurez des questions techniques à poser et qui vous posera des questions, mais comme vous l'aurez expérimenté à l'école, ben voilà, vous serez capable d'en parler avec lui. Il vous sentira expert. Alors, on va parler une seconde de la pub parce qu'il y a un gros conflit en ce moment. On le voit même chez nous. Il y a beaucoup de jeunes chez nous à l'école qui se posent la question de savoir si on fait de la publicité, si on va faire ou pas de la publicité plus tard. La publicité n'est plus vraiment un métier spécifique en soi. La publicité fait partie en fait de l'ensemble de la communication visuelle d'une marque, d'un produit ou d'un service. Là, on vous montre des publicités, mais c'est hors contexte d'une certaine façon. On fait de la pub, mais ce n'est pas une vocation particulière de l'école. Oui, je crois que tu as raison d'insister là-dessus. Ouais. On n'est pas une école de publicité. Non, non. Souvent, les gens font un peu l'amalgame. La publicité est une matière parmi tant d'autres, mais nous ne sommes pas une école de publicité. Dans les effectifs qui sortent de l'école, très peu d'étudiants travaillent dans le secteur de la publicité. Nous sommes dans la communication visuelle, c'est-à-dire que nous, on apprend à gérer l'image, en fait. Alors là, de l'affiche, bon, là, c'est très sympa parce que en plus, ça, c'est un projet concret sur lequel on reviendra tout à l'heure avec Jérôme. Nous avons la chance d'avoir Michel Bouvet, que vous connaissez peut-être à l'école, qui, en première année, fait un cours d'affiche qui est très apprécié, évidemment, et qui permet aux étudiants d'acquérir, en fait, comment dire, ce qu'il y a de plus difficile à faire dans le graphisme, c'est-à-dire l'affiche. Alors là, c'est un projet très particulier. Voilà. En l'occurrence, à l'occasion de l'ouverture de l'Académie du climat, où nous avons réalisé une fresque de 140 affiches sur des problématiques liées au climat. Académie du climat, d'ailleurs, dont Tumo est partenaire également. Et donc, les étudiants ont eu l'occasion d'exposer leur travail. On y reviendra tout à l'heure quand je vous parlais de pédagogie sur le projet. Ont eu l'occasion d'exposer leur travail d'affiches à l'Académie du climat. Et même d'autres endroits. Là. Alors, très rapidement, UX Design, vous qui êtes, je pense, qui venez chez Tumo et tout, vous savez déjà, je crois, un peu de quoi il s'agit. Là, c'est un des métiers phares en ce moment des métiers de la communication visuelle. Vous savez que tout le monde travaille sur un ordinateur aujourd'hui, nous sommes tous reliés à des sites. En gros, lui et l'UX designer sont deux métiers comment dire, complémentaires qui permettent d'acquérir beaucoup plus de fluidité, de facilité quand on travaille sur le web. En 3 clics, en gros, si vous n'avez pas trouvé votre information, vous passez ailleurs. Aujourd'hui, l'UX designer est une sorte d'architecte, si vous voulez. C'est l'architecte qui construit, qui conçoit en fait le site. L'UI designer, c'est celui qui le met en forme, voilà, qui le rend beau. Réalité augmentée, réalité virtuelle. Encore, vous montrer des choses que vous pourrez expérimenter à l'école parce que ça pourra vous servir dans votre métier futur. Stage design, par exemple, encore un exemple d'expérimentation qui est faite à l'école pour des étudiants qui peut-être plus tard travailleront dans ce domaine, c'est-à-dire l'animation en direct, si vous voulez, à travers des images, ce qu'on appelle du mapping aussi, des images en très grande dimension, faites à partir de logiciels 3D. Alors, de créatif, de coding, ça, je ne veux pas vous l'expliquer, je pense que vous êtes déjà là-dedans, hein, vous êtes tous plus ou moins intéressés par ça, et on peut faire évidemment la création à travers du code. C'est ce qu'on fait aussi à l'EPSA. Parce que, je vous le disais, et Jérôme vous le disait aussi, quand vous rentrez à l'EPSA, vous rentrez en fait vous entrez dans une sorte de grand laboratoire. On vous y apprendra un certain nombre de choses obligatoires parce que c'est nécessaire, mais vous aurez aussi la possibilité d'avoir des outils et des techniques à votre disposition qui vous permettront de faire des projets personnels. Vous allez peut-être inventer les métiers du futur dans votre école. Alors, je vous reprends la main. Voilà. 2 minutes sur le MOOC, notre plateforme MOOC de l'EPSA, mooc-digital.paris, sur laquelle vous pouvez aller directement, sans préinscription, de manière totalement gratuite, et où chaque mois, vous avez un cours gratuit qui est mis à disposition, un cours d'1 heure, qui est plutôt sous la forme d'une interview, séquencé en 6 petites séquences de 10 minutes, si jamais vous n'avez pas 1 heure complète à consacrer. Vous pouvez le regarder de manière décousue et découpée. Et chaque mois, un spécialiste, souvent de renommée internationale, vient vous parler de son métier, qui est souvent un métier dans les domaines émergents.
On a, pour vous donner 2-3 exemples, par exemple, David Cage, que connaît bien aussi Tumo, qui est un spécialiste français, si ce n'est le spécialiste français du jeu vidéo, qui est à la tête d'une société qui s'appelle Quantic Dream et qui dirige 300 à 400 personnes et qui travaille pendant 3 ou 4 ans sur la création d'un jeu vidéo qui est vendu plusieurs dizaines de millions de dollars ensuite à un éditeur. Et David Cage vient pendant 1 heure vous parler de son métier, comment on construit un tel jeu vidéo. Et on va en général tourner sur le lieu de travail de ces personnalités. Là, en l'occurrence, on avait tourné cette interview dans le studio de motion capture de Quantic Dream. Le mois suivant, vous pouvez avoir par exemple Serge Tisseron, qui est un psychiatre, psychanalyste, qui est spécialisé dans les relations entre l'homme et le robot. Il vous explique en quoi l'apparition du robot dans notre société risque de changer nos comportements. On a eu Cédric Villani, par exemple, célèbre mathématicien, qui vient vous parler de création et mathématiques. Bref, vous dire que c'est d'une très grande richesse en termes de culture générale, et je vous incite vraiment à aller jeter un œil sur ce MOOC. Nous sommes à plus de 360 000 auditeurs maintenant sur cette plateforme. Donc, chaque mois, un cours gratuit, sauf au mois de juillet et au mois d'août. Et tous les cours sont archivés. Cette plateforme existe depuis plus de 5 ans maintenant. Donc, vous avez accès à une soixantaine de cours depuis sa création. Voilà. Je vous l'ai dit aussi, et là on va passer à la seconde partie, que l'école a une pédagogie axée sur le projet. Et c'est vrai que d'avoir pour tutelle la ville de Paris est un gros avantage, puisque ça nous permet de mettre nos étudiants le plus souvent possible face à des demandes concrètes de la ville de Paris. Et ça permet donc à nos étudiants de pouvoir exposer dans l'espace urbain, sur l'espace public, leurs travaux, ce qui est déjà très valorisant d'être lauréat d'un projet pour la ville de Paris. Et puis surtout, ça leur permet de nourrir leur book lorsqu'ils vont ensuite aller chercher du travail en disant, bah, voyez, je n'étais qu'étudiant et pour autant, c'est moi qui ai réalisé ce projet que vous avez pu voir dans l'espace public parisien. Alors, c'est pas exhaustif là non plus, on vous en a pris quelques exemples avec Alain. Tout d'abord, l'Académie du climat, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a ouvert au mois de septembre, et où la maire de Paris nous a demandé de créer toute l'identité graphique de l'Académie du climat, depuis la création du logo jusqu'à son déploiement sur tous les supports. Et là, ce que vous voyez là, c'est le jury. C'est ce que nous faisons en général. Lorsqu'on a une demande, on met une classe, on va dire, en compétition. Chaque étudiant travaille le projet, puis il passe devant un jury qui est composé par le commanditaire, en l'occurrence, c'était par la mairie de Paris, et on attend le lauréat. Là, il se trouve que la lauréate a créé ce logo de l'Académie du climat qui a été retravaillé un petit peu depuis, mais voilà le logo qui avait été créé. Voilà la campagne de communication que vous avez pu voir dans Paris au moment du lancement de l'Académie. C'est la même étudiante qui avait proposé cette campagne. Voilà, en ce qui concerne l'Académie du climat, il y a eu aussi plein de produits dérivés, des tote bags, etc. Mais pour faire un peu vite, pour vous montrer un maximum de projets, on s'est limité à l'identité graphique et à la campagne de lancement. Un deuxième projet sur lequel nous avons travaillé, c'est en collaboration avec le chanteur Mika. Vous savez qu'avec le Covid, les panneaux d'information parisiens que vous voyez là étaient assez tristounets. Il n'y avait plus de concerts, plus de pièces de théâtre, plus de films qui sortaient, donc des panneaux soit sans affiche ou assez lugubres. Et donc l'idée a été de dire à Mika, bah, écoute, tu vas choisir 10 artistes de ton choix, et puis tu vas leur demander de créer des affiches très colorées pour redonner des couleurs à Paris. Donc, dans un premier temps, il a choisi 10 artistes de son choix. Il se trouve que dans ces 10 artistes, il y avait un ancien étudiant de l'école, Hugo Gattoni, dont je vous reparlerai un petit peu tout à l'heure quand on parlera des anciens élèves, qui maintenant travaillent pour de très grandes marques, type Nike, Rolex, Hermès, etc., qui est vraiment un professionnel reconnu maintenant. Donc, Hugo Gattoni a été sélectionné parmi les 10 artistes. Donc, ils ont été exposés pendant 3 semaines dans Paris. Et puis, Mika a dit, une fois que j'ai donné la chance à des professionnels, j'ai envie aussi de donner la chance à de jeunes étudiants. Et donc, je vais choisir 10 étudiants de l'EPSA. Et les 10 étudiants de l'EPSA seront à leur tour ensuite affichés pendant 3 semaines dans Paris. Donc là, je vous ai fait une petite sélection. Donc, la seule contrainte était d'avoir des affiches très colorées. Et puis, elle devait porter la devise de la ville de Paris, le Fluctuac Nec Mergitur, qui collait assez bien à la période actuelle. Le bateau tangue, mais ne coule pas, on tient bon. Et donc, voici les 3 premières affiches. Les 3 suivantes qui ont été sélectionnées par Mika. Vous les avez sûrement vues sur l'espace public. Les 3 dernières, je vous ai évité la 10e pour pas qu'elle soit toute seule. Mais voilà, un petit panorama de ce que vous avez pu voir.
Ça, c'est un autre projet que nous avons réalisé avec toujours la ville de Paris qui a donné en concession le Palais Brongniart, qui est un monument parisien au cœur de Paris, à côté de l'Opéra, où se trouvait l'ancienne Bourse de Paris. On a donné la gestion à la société d'événementiel GL Events, qui est la plus grosse société d'événementiel française, voire européenne. C'est plus de 4000 salariés. Et le problème, c'est que beaucoup de gens s'imaginaient qu'il y avait encore la Bourse de Paris à l'intérieur du Palais Brongniart. Maintenant, la bourse est totalement dématérialisée. Il n'y a plus de lieu physique pour la bourse de Paris pour acheter et vendre des actions. Et donc, ce lieu maintenant est plutôt destiné à un lieu d'événementiel où vous avez des salons professionnels, vous avez des soirées, des expositions. Et donc, la ville nous a dit qu'il faut absolument casser les codes du Palais Brongniart. Et là, nous avions parmi les membres du jury comme président Jean-Michel Villemotte, un des plus grands architectes français, qui est à la tête d'une société où il y a 400 architectes qui travaillent sur des projets différents qui sont après développé dans le monde entier, le PDG de la société JL Events, Olivier Ginon, Nikos Aliagas, qui accompagne la société JL Events en tant que direction artistique, et puis des partenaires prestigieux comme JC Deco, etc. Et donc, le projet lauréat était ce projet-là, qui a été le projet d'une étudiante qui s'appelle Léa de Gèze, et qui a habillé les colonnes du Palais Brongniart avec ces cercles que vous voyez là. Et la particularité de son projet, et on vous parlait tout à l'heure de réalité virtuelle et de réalité augmentée, c'est que là, c'est un projet purement print, hein, où on a fait des bâches qui ont habillé les colonnes, mais lorsque les gens se mettaient avec leur téléphone portable devant le Palais Brongniart avec une petite application de réalité augmentée qu'ils pouvaient télécharger de manière totalement gratuite, ces colonnes se mettaient à s'animer. Donc ça, c'était le projet de l'étudiante en Photoshop. Là, c'est le jour du montage. Avec, vous voyez, des nacelles. Il faut savoir que c'est un projet qui coûte entre 60 et 70 000 euros pour sa mise en œuvre. Donc, ça permet à un étudiant d'avoir gratuitement un de ces projets qui est mis en œuvre. Ça, c'est pas du Photoshop, hein, c'est des photos du projet une fois réalisé. Et puis, bien entendu, quand vous faites un tel projet, il y a énormément de retombées presse, d'articles dans la presse. Il faut savoir que cette étudiante, en 2019, lorsqu'elle a été sélectionnée, qu'elle est passée dans la presse avec toutes ses photos, a reçu une vingtaine d'offres d'emploi pendant l'été, suite à la qualité de son travail. Vous dire aussi, et ça c'est un petit peu pour l'anecdote, je reviens avec quelques photos en arrière, qu'Olivier Ginon, donc le PDG de GL Events, quand il a vu, il est rentré dans cette salle, et comme je vous le disais, chaque étudiant travaille son projet, il est rentré dans cette salle de jury, qu'il a vu la profusion des jurys, il s'est exprimé, il s'est adressé à tous les étudiants en disant, écoutez, j'en prends plein les yeux, j'en reviens pas, je suis vraiment très content de voir cette jeunesse que vous représentez, qui est passionnée par son métier. On entend souvent critiquer la jeunesse en disant qu'ils ne s'intéressent à rien, qu'ils ne savent pas communiquer, etc. Moi, je rentre dans cette salle, j'en prends plein les yeux. Ça me fait plaisir de voir une jeunesse comme la vôtre. Et pour la petite histoire, il a dit, ça me fait tellement plaisir que je vais inviter toute la classe à aller manger chez Alain Ducasse. Et il a emmené toute la classe manger chez Alain Ducasse, donc ce chef multi-étoilé. C'est pour vous. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous irez tous manger chez Alain Ducasse si vous rentrez à l'EPSA, attention, mais c'est pour vous dire aussi un petit peu l'ambiance qu'il y a dans cette école, quand je parle d'une dimension humaine et du climat qu'il y a, et parfois de belles rencontres qu'il peut y avoir. Puis la deuxième chose, c'est Jean-Michel Villemotte, donc, qui était président du jury, a dit, attendez, moi quand je vois la qualité des projets qui est face à moi, on m'a demandé d'en choisir un seul qui va être déployé, ça c'était en 2019, pendant l'été 2019. C'est-à-dire que le projet que je vous ai présenté, il a été installé fin juin, il est resté en place tout le mois de juillet et tout le mois d'août, donc avec une très belle visibilité avec tous les touristes qu'il pouvait y avoir dans Paris à ce moment-là. A dit, on m'a demandé de choisir un projet, mais finalement, vu la qualité de tout ce qu'il y a, je vais en choisir 4, et on va déployer un dans les 4 années à venir. Il se trouve malheureusement qu'en 2020, le Covid est passé par là, donc on n'a pas pu le faire, mais que là, cet été, en 2021, un deuxième projet, alors je ne vous l'ai pas mis parce qu'on a plein de choses à vous montrer, mais un deuxième projet a été mis en place au Palais Brongniart entre juin et fin août 2021. Et donc, on en a encore 2 autres dans les cartons qui, normalement, vont être déployés dans les étés à venir. Ça, c'est un projet avec la Tour Eiffel. Le monsieur que vous voyez là, c'est Patrick Branco-Rivaud, le directeur de la société d'exploitation de la Tour Eiffel, qui nous a dit, voilà, j'aimerais bien travailler avec vous parce que j'aimerais que vous animiez graphiquement les escaliers de la Tour Eiffel. Et donc, on a fait comme on procède habituellement, c'est-à-dire que c'est le commanditaire, la personne qui demande à travailler avec nous, qui fait lui-même le brief aux étudiants. Pourquoi ? Parce que c'est déjà une manière professionnelle pour nos étudiants de prendre un brief, de prendre des notes, de poser des questions aux réponses éventuelles pour lesquelles il n'aurait pas eu de réponse. Et donc là, on est allé à la Tour Eiffel. Nous sommes au premier étage, dans le salon Gustave Eiffel, et les étudiants ont écouté la demande du client, entre guillemets.
Le projet lauréat est le projet que vous voyez là sur la droite, où on a mis, là je vous en ai mis 3, mais on a installé une quarantaine de panneaux dans les escaliers de la Tour Eiffel, où à la fois les gens s'amusaient sur le thème du défi sportif et en même temps apprenaient des informations sur la Tour Eiffel, et tout ça en 3 langues. Et voilà un petit peu ce que ça peut donner, des panneaux de cette dimension-là. Je vous dis, on en a installé une quarantaine. Si vous montez les escaliers de la Tour Eiffel à pied, vous pourrez les voir, puisque ça a été installé de manière pérenne. Et ça, c'était le jour de l'inauguration avec l'adjointe à la maire de Paris en charge de l'innovation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un autre projet, ça c'est la maire de Paris qui nous avait demandé un petit peu d'imaginer les kiosques qu'on pouvait mettre au pied de la Tour Eiffel, là où on vend les friandises, les souvenirs, puisque jusqu'à il y a peu de temps, c'était de vulgaires caravanes à moitié déglinguées qui n'étaient pas à la hauteur d'un monument tel que la Tour Eiffel, qui est peut-être le monument le plus connu au monde. Et l'étudiante lauréate, tous les étudiants sont avec leurs petites maquettes, leurs plans à l'hôtel de ville, on a fait un jury. Et l'étudiante lauréate, c'est l'étudiante qui avait fait cette petite maquette qui fait 20 cm par 20 cm en cuivre, gravée. Et ça, j'y tiens aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une des spécificités aussi de l'EPSA, c'est de garder la personnalité graphique des étudiants. On ne va pas chercher à vous formater. Chaque étudiant peut continuer de s'exprimer en fonction des médiums qu'il apprécie. Là, en l'occurrence, elle aimait la gravure et elle a pu faire un kiosque gravé. Et comme je vous disais, notre pédagogie, c'est d'accompagner les étudiants jusqu'au bout. Ce n'est pas simplement de rendre un fichier en disant au client, bah, maintenant débrouillez-vous avec votre fichier. Là, avec Alain, on a pris des billets de TGV, on est allé à Limoges avec l'étudiante, parce qu'il n'y a qu'à Limoges qu'il y a un graveur qui peut graver des plaques de cuivre d'une aussi grande dimension. Donc l'étudiante a pu choisir ses acides pour obtenir le type de gravure qu'elle souhaitait. Et puis quelques mois après, on a repris des billets de train avec l'étudiante pour l'emmener cette fois-ci à Angers, chez le fabricant. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle a fait cette petite maquette en cuivre, elle n'a pas pensé que c'était destiné à des commerçants, donc il fallait un éclairage, qu'il fallait des tablettes pour pouvoir poser ses articles au fond du kiosque, qu'il fallait une isolation thermique, parce qu'on se doute bien qu'un kiosque en cuivre, en plein mois d'août, quand il fait 40 degrés, vous ne pouvez pas tenir très longtemps s'il n'y a pas d'isolation thermique. Donc on a résolu tous ces problèmes-là avec le fabricant, l'étudiante, et on accompagne l'étudiante jusqu'à la livraison des kiosques. Ça, alors ils sont un peu sales là, sur la photo parce que c'était le jour de la livraison, ils n'avaient pas encore été nettoyés. Et il faut savoir que l'étudiante a son nom gravé sur chacun des kiosques que vous pouvez voir au pied de la Tour Eiffel. Un autre exemple, Alain, je te laisse peut-être en parler rapidement si tu veux, sur les labos de recherche. Alors, très, très rapidement, imaginez que les labos de recherche sont des endroits qui sont quand même très secrets et qui ne sont pas ouverts du tout au public. Eh bien, imaginez aussi qu'on a eu l'occasion d'être sollicité par des grands laboratoires de recherche, Curie, l'Institut, le Collège de France, le SPCI, pour participer à une expérience en collaboration avec des chercheurs qui sont à la demande, en fait, à la recherche de vulgarisation scientifique. La vulgarisation scientifique, c'est une manière, si vous voulez, de présenter à un public qui n'est pas initié une recherche qui est très complexe, avec des moyens simples, idéal pour un graphiste. Je dirais que c'est l'exercice idéal pour un jeune graphiste qui va pouvoir, comme ça, si vous voulez, rencontrer un domaine de la science qu'il ne connaît absolument pas. Et il va, en collaboration, en étroite collaboration avec un chercheur, il va devoir, vous voyez, exprimer, illustrer graphiquement, en fait, sa recherche. Alors, donc, ce n'est pas que de l'illustration, hein, j'insiste, mais je n'ai pas le temps de vous faire un cours là-dessus. Il s'agit là d'un processus créatif qui va permettre de traduire avec toute sincérité et objectivité une recherche. Donc, ça se fait en étroite collaboration. Sachez que les étudiants sont parfaitement autonomes, c'est-à-dire qu'ils doivent assurer à la fois le travail, mais l'avancement du travail, le planning, les échanges avec les chercheurs, les mails, enfin bref, les gens passent, de façon à ce qu'à un moment donné, le travail soit terminé, réalisé, que tout le monde soit content. C'est-à-dire que c'est une vraie commande, en fait. Voilà, donc nous donnons enfin à la fin au labo ces petits livrets de vulgarisation scientifique qu'ils peuvent diffuser au moment d'événements grand public, soit pour collecter des fonds, soit pour expliquer leur propre recherche. Là, c'est un projet que nous avons fait avec le parc zoologique de Paris, le zoo, ce qu'on appelle plus communément le zoo de Vincennes, qui, à l'occasion de sa réouverture, nous a demandé de faire un parcours de signalétique depuis le métro Porte Dorée jusqu'au zoo. Ça, c'est Bruno David, le monsieur que vous voyez au milieu, qui est en train de parler, donc le président du Muséum d'histoire naturelle, qui est venu briefer les étudiants, donc le patron du Jardin des Plantes, du zoo de Vincennes, etc. Et puis le projet lauréat, ça a été ce projet-là, où on a mis une vingtaine de bornes sur l'espace urbain, où là, sans citer le zoo, sans citer le nom de l'animal, sinon ça serait considéré comme publicité sur l'espace public, ce que nous n'avions pas le droit de faire.
Donc, sans citer l'animal, on comprend que l'on parle d'un zèbre et que ce zèbre, vous allez pouvoir le retrouver à 973 mètres si on va dans cette direction-là au zoo. Et avec la véritable orientation géographique, vous allez pouvoir le retrouver à 6480 km en allant en Éthiopie. Et donc, on avait ça, c'est la photo d'à côté, c'est la photo le jour d'inauguration avec les élus parisiens. Et on a jalonné comme ça le parcours d'une vingtaine de bornes. C'est resté pendant 3 mois sur l'espace public. Un autre projet de signalétique, ça c'était à l'occasion de l'Euro en 2016. La ville de Paris nous a demandé de faire des parcours de signalétique pour drainer les flux de supporters qui allaient sur la fan zone, sur le Champ de Mars, depuis les stations de métro qui étaient avoisinantes. Il faut savoir qu'il y avait de nombreux publics étrangers, donc les gens ne parlaient pas forcément français. Donc il fallait trouver un langage universel. Quoi de mieux que le graphisme? Et donc, nous avions par exemple fait un premier parcours qui s'appelait Chrono. On sait qu'un match de foot, ça dure 90 minutes. Et bien, lorsque les gens sortaient de la station de métro Bir Hakeim, ils avaient un gros chrono 0, et puis 2 mètres plus loin, un chrono 1. Et donc, instinctivement, ils marchaient en suivant ces chronos. Et sur le parcours, on avait customisé certains mobiliers sur l'espace public, tels que les collecteurs de verre. On les avait customisés en ballon de foot de manière à ce que les gens s'amusent en jetant leurs bouteilles en verre, tout en s'instagrammant, en prenant des photos, ce qui a permis aussi une communication virale pour la ville de Paris sur l'événement. Le deuxième parcours s'appelait Tactique, où là, l'étudiant avait eu l'idée de reprendre les ardoises qu'ont les entraîneurs pour expliquer à leurs joueurs quelle tactique ils doivent employer. Et donc, on avait mis toutes ces ardoises dans l'espace public, sur les skateparks, sous le métro aérien, sur les candélabres, et puis au sol à partir de peintures écologiques, bien entendu, qui partaient à la fin de l'événement naturellement. On avait transformé tous les bancs publics de l'avenue Rapp en bancs de touche, avec les services techniques de la ville de Paris qui, à partir de matériaux de récupération, avaient créé ces bancs de touche à partir de plans qu'avaient créé nos étudiants. Et puis, on avait fait au sol plein de petits terrains de foot que l'on avait peints toujours avec ces peintures écologiques, de manière à ce que les gens puissent s'approprier de manière totalement gratuite et jouer sur l'espace public, puissent jouer au foot. Le quatrième parcours, s'appelait Onomatopée, où on a repris des onomatopées du domaine du sport. De la même manière, énormément de retombées presse, donc très valorisant pour les étudiants. Pour terminer très rapidement, parce que je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps et puis vous aurez sûrement des questions. La COP 21, ça c'était des étudiants de prépa. Donc ça, je vous l'ai mis pour vous dire que dès la prépa, vous participerez aussi à des événements majeurs de la vie culturelle parisienne. Et là, c'était la maire de Paris qui nous avait demandé d'imaginer un dispositif qui pouvait habiller l'hôtel de ville au moment où elle accueillait tous les maires du monde qui participaient à la COP 21. Et là, on avait demandé à nos étudiants de prépa d'aller sur les marchés parisiens récupérer des cagettes. Chacun devait construire un arbre et on avait rassemblé tous ces arbres pour faire une forêt imaginaire qui habillait l'hôtel de ville au moment de cette COP 21, toujours avec beaucoup de retombées presse. Yann Arthus Bertrand, le célèbre photographe que vous connaissez, qui connaissant notre sensibilité sur les matériaux de récupération, nous a demandé, lorsqu'il a ouvert sa fondation Good Planet, de faire partie des expositions d'inauguration. Et là, nous avions créé un banc de poissons imaginaire, puisque c'était l'année de la lutte contre la pêche intensive. Et donc voilà, avec un grand public, on avait même eu le privilège d'avoir le président de la République de l'époque qui était venu discuter avec nos étudiants pour l'inauguration de leur exposition. Ça, nous avons créé des fresques pour les sapeurs-pompiers de Paris, fresques que nous avons réalisées nous-mêmes. Ça, c'est une fresque qui fait plus de 300 mètres carrés que les étudiants ont réalisée. Les étudiants de prépa ont aussi fait des expositions photos à Beaubourg, à la BPI, la bibliothèque publique de Beaubourg. Donc, inutile de vous dire, quand vous dites que vous êtes étudiant en prépa et que vous avez déjà exposé à Beaubourg, c'est quand même assez valorisant. Les relations internationales de la ville de Paris, on a fait un concours d'affiches entre une école qui représentait la ville de Tokyo et la ville de Paris, c'était nous qui la représentions. Concours d'affiches où les meilleures d'entre elles ont été exposées sur les grilles de la tour Saint-Jacques et inaugurées par les deux maires, la maire de Paris et la maire de Tokyo. Voilà. Juste pour terminer rapidement, vous dire que nos anciens étudiants sont souvent mis en valeur dans la presse et primés dans plein de concours différents en tant que futurs créatifs. Et à travers tous les exemples qu'on vous a montrés, vous dire que vous pouvez travailler dans plein de métiers différents. Là, en l'occurrence, c'est Camille Ortoli là, qui a été mise en valeur et qui est maintenant designer papier, qui travaille pour le domaine du luxe et qui fait des villes entières en papier. Elle travaille pour la haute joaillerie, la parfumerie, etc. Ça, c'est Jefferson Paganel et Jeremy Schneider qui ont été repérés parmi les 40 meilleurs designers français. Vous voyez un petit peu leur travail. Ils travaillent plutôt dans le domaine de l'illustration et le domaine culturel. Michael Jacquemin, qui a été désigné meilleur directeur artistique des 3 dernières années, 2019, 2020 et 2021,
qui lui, en revanche, travaille dans le domaine de la publicité. Il est notamment dans une très grosse société qui s'appelle DDBO, responsable des campagnes Volkswagen au niveau européen. Et puis, je termine par Hugo Gattoni, dont je vous parlais tout à l'heure, qui, lui, travaille pour plein de grandes marques et qui travaille aussi dans le domaine à la fois de l'illustration et de la publicité. Voilà. J'en ai terminé. On avait beaucoup de choses. Et je vous dis, hein, c'est pas exhaustif, mais c'était pour vous montrer un petit peu une pluralité de tout ce que nous pouvons faire à l'EPSA. Jérôme, je pense que pour terminer, on pourrait dire aussi à tout le monde qu'on a une porte ouverte cette année. On a la chance d'avoir une porte ouverte le 11 et le 12 mars 2022 qui permettra de répondre beaucoup des questions déjà auxquelles on ne pourra pas répondre peut-être aujourd'hui. Voilà. La raison, c'est la dernière diapo que j'ai oublié de mettre. Et donc 11 et 12 mars, vous retrouvez bien sûr les dates sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Très bien. Merci beaucoup. On est toujours ébloui par tous ces projets et toute cette diversité de projets dans lesquels peuvent être impliqués les étudiants. Alors, je remets évidemment le site dans le chat pour tout le monde, pour que vous puissiez retrouver notamment les portes ouvertes, mais voilà, toutes les informations pratiques et le reste. Je remets également le lien qui était tout à l'heure vers le MOOC avec beaucoup d'entretiens. Et alors, on a dépassé un tout petit peu, donc il y a les gobelins qui arrivent à 11h, mais on va répondre quand même à quelques questions, je crois, sur l'entretien pour intégrer. Donc, est-ce qu'il y a des conseils sur la préparation? Est-ce qu'il y a des domaines spécifiques, des choses attendues en termes de préparation pour l'intégration? Ce qu'on peut vous dire, c'est surtout venir. Alors, on sait que c'est un concours et que c'est toujours stressant de venir à un concours, mais de venir de manière la plus détendue possible. On a insisté lourdement sur l'aspect d'école à dimension humaine. Donc, nous, on est là pour vous mettre dans les meilleures conditions et voir que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Venir avec une diversité de projets lors de l'entretien oral, nous montrer que vous êtes passionné par les domaines de la création, du dessin, de la photo, enfin tout ce que vous avez déjà réalisé. Et puis, on va chercher avant tout un potentiel créatif, même dans l'épreuve que vous aurez à réaliser à la maison. Donc, on se doute bien que vous n'êtes pas déjà de grands dessinateurs, de grands vidéastes, de grands photographes. On est là pour vous apprendre, on est une école avant tout, mais on va rechercher un potentiel avant tout. Je ne sais pas, Alain, si tu veux compléter ce que… Moi, j'aime beaucoup cette question où on parle d'un talent de dessin. Je crois qu'il faut vraiment faire attention parce que ce n'est pas du tout l'objectif de la prépa. Très rapidement, si vous avez un talent de dessin, c'est très bien, mais l'objectif de la prépa, c'est de vous préparer à des grandes écoles qui ne seront pas spécialement des écoles de dessin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le dessin, c'est important. On l'utilise tout le temps, c'est comme un langage, mais le talent de dessin n'est pas un élément prioritaire, ou en tout cas, ce n'est pas un prérequis pour faire une école. Voilà. Et je vous le redis, le détail de toutes les épreuves avec les dates se retrouve sur la fiche d'inscription que vous téléchargez sur le site internet. Donc là, vous aurez vraiment tout le détail. Voilà. Donc, on peut rappeler la question, est-ce que c'est payant, est-ce que c'est gratuit? Pour répéter un petit peu. Voilà. Alors, on est une école publique de la ville de Paris, donc c'est gratuit pour les étudiants boursiers. Et pour les étudiants qui ne seraient pas boursiers, les frais de scolarité sont vraiment très peu élevés. Ils sont de 440 € pour l'année complète, quel que soit le cursus, que ce soit art graphique ou prépa. Donc voilà, des frais très très réduits. Et il y avait une autre question, dernière peut-être si on a le temps, c'est quelques exemples d'écoles intégrées par les élèves qui ont suivi la prépa. Alors je suppose que c'est très varié, ce serait un peu compliqué d'être exhaustif, mais… Alors très rapidement, déjà vous dire qu'on n'est pas une prépa spécialisée pour le cursus supérieur d'art graphique de l'EPSA. C'est-à-dire que les étudiants qui font la prépa chez nous ne veulent pas forcément venir à l'EPSA, ils le peuvent s'ils le souhaitent, mais s'ils le souhaitent, ils repassent le concours au même titre que les gens qui viennent de d'autres prépas ou qui sortent de terminale. Donc ils n'ont pas de place, il n'y a pas un quota de place réservée, tout le monde a les mêmes chances. Ensuite, les autres écoles qu'ils présentent, c'est très varié, je le disais en introduction, on est là pour vous présenter un maximum d'écoles, et donc vous allez pouvoir à la fois passer les arts déco de Paris, les arts déco de Strasbourg, les écoles de beaux-arts, les beaux-arts de Paris, toutes les écoles de beaux-arts de province. Comme je disais, ça représente à peu près plus d'une cinquantaine d'écoles d'art public du ministère de la Culture. Donc, c'est vraiment toutes les écoles d'art public possibles et que vous pourrez découvrir sur le site du ministère de la Culture et que l'on vous fera bien sûr découvrir si vous rentrez dans notre prépa. Dernière question, c'était pour savoir si on pouvait, si cette école avec l'EPSA, on pouvait devenir créateur de décors de films. Alors, je sais pas s'il y a une question. Voilà. Alors, ouais. Alain, Oui, je voulais simplement dire que tout est ouvert, en fait, finalement. Au départ, effectivement, on ne va pas préciser spécialement qu'on va vous former à créer des décors de films, mais certains de nos anciens élèves, et Jérôme vous l'a montré tout à l'heure, sont entrés dans des domaines très particuliers. Même le papercut. Donc, pourquoi pas un jour entrer dans le décor de film, mais ce n'est pas une spécificité de la formation. On est bien d'accord.
Et on répète, la formation est vraiment généraliste, elle vous prépare à tous les métiers de direction artistique dans le domaine de l'image, ce qui vous permet d'ailleurs, si des fois on a des étudiants qui en sortant du cursus veulent travailler dans le digital et puis 3 ans après passer à autre chose, bah, ils ont les compétences pour passer à un autre secteur comme le print ou autre chose. Donc oui, ça peut mener La à richesse, tout type de métier. voilà. C'est ce qui fait aussi la richesse de nos formations, c'est que finalement, on ne sait pas vraiment, au final, ce que vont devenir les étudiants après. Ils seront dans la création, mais dans des domaines très particuliers. Pourquoi pas le décor de film, puisque on le fait aussi en 3D aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Hein. Voilà. Après, on n'est pas une école spécialisée dans le décor de Non, film non plus, non, que c'est les vrai. choses soient claires. Voilà. Voilà. Très bien, ben, merci beaucoup. J'en profite justement pour faire le lien que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube, en fait, tous les entretiens de l'année dernière, dans lesquels on avait notamment le réseau de l'ANDEA, donc toutes les écoles d'art et de design publiques de France, et le réseau de prépa aussi, la PPA, voilà, l'ENSAD, etc. Donc, vous aurez également des présentations qui peuvent être aussi des écoles qu'on intègre après la prépa, notamment. Voilà. Donc, merci beaucoup Alain, merci beaucoup Jérôme. Quentin, à bientôt, merci. Merci Quentin et merci à Tumo de nous avoir invités ce matin. Voilà, merci beaucoup. Donc, on retrouve à 11 h donc Sabine Carrigue, directrice académique des Gobelins. Merci, à tout de suite.